Bonsoir à toutes et à tous, j'ai pas vu tout le monde et s'il fallait commencer à faire le tour les uns des autres, on commencerait à 20h. Bienvenue à cette réunion publique, une réunion publique qui va faire présentation un petit peu de l'analyse financière de notre commune, mais aussi une partie prospective pour les années qui arrivent sur la commune de Quiévrochin. C'est à la fois un engagement de campagne, je pense, de la part de l'équipe qui arrive aux manettes, et c'était aussi, au-delà de ça, c'est un besoin de poser les choses à un moment, de regarder, savoir où on est pour savoir où on va. Donc la ville de Quiévrochin a décidé de recruter le cabinet Mazars, en la personne de monsieur Grégoire et de madame Dumont ici à mes côtés, pour faire une présentation ce soir de la situation financière de notre commune, et puis une partie plus prospective. Une autre partie de cette réunion sera aussi de présenter un petit peu une stratégie de développement pour la commune de Quiévrochin, donc plutôt une stratégie en matière politique sur la gestion de la commune, au-delà de la gestion financière. Et puis on passera un petit moment d'échange ensemble, sans partir dans des horaires trop tardifs et sans partir dans des discussions stériles. Donc voilà un petit peu la présentation de la soirée. Je vois qu'il y a pas mal d'habitants, qu'il y a des élus nouveaux, des anciens, des élus de communes voisines, des représentants associatifs, enfin bon voilà. L'idée est de faire quelque chose de clair. Le but c'est pas de descendre ce qui a pu être fait, les décisions qui ont pu être prises et de nous dire que ce qui est fait depuis un an tout est bien, c'est pas ça du tout, c'est d'avoir une analyse claire. Une dernière chose, pourquoi cet audit est arrivé peut-être aussi tardivement, quoi qu'il vaut mieux peut-être tard que jamais, parce qu'il y avait un choix de la municipalité de se donner un an pour arriver et de ne pas chambouler tous les services. On connaît beaucoup de villes qui, dès le lendemain des élections municipales, le premier bon de commande qui est signé, c'est un audit financier, et le but c'est de fusiller les prédécesseurs et puis de dire « Ah, vous voyez, c'est compliqué aujourd'hui, hein, mais c'est de la faute des autres ». Ça, c'est pas le but aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, vous verrez dans la présentation que le résultat des élections municipales, s'il avait été autrement, amènerait quand même l'équipe municipale à faire des choix qui seront compliqués, ils seront développés par la suite, mais que c'est pas une question de couleur politique ou de volonté, c'est que quand on est face à une situation, il y a des choix à prendre avant de tomber sous une tutelle de la préfecture ou quoi que ce soit. Donc effectivement, on développera un petit peu ce genre de choses au fur et à mesure de la réunion, mais voilà un petit peu l'état d'esprit aujourd'hui de cette réunion publique. On est là aussi pour échanger un moment, et puis on est là aussi pour que vous soyez les ambassadeurs après, auprès des autres habitants, et que vous compreniez un moment que s'il y a des choix qui sont faits, c'est pas forcément des choix de gaieté de cœur, c'est des choix qui doivent se faire par rapport à une situation vraiment impérative. Donc voilà, je vais laisser la parole à monsieur Grégoire et madame Dumont, et puis donc ils vont nous faire une présentation plutôt exhaustive sur ce genre de choses, et puis après on aura une autre présentation qui sera faite par mes soins, et on aura un moment d'échange. Voilà, excellente soirée à vous tous et toutes. Merci monsieur le maire, bonsoir mesdames et messieurs. Donc avec Audrey Dumont, donc je suis Thierry Grégoire, donc je représente le cabinet Mazars. Donc le cabinet Mazars, c'est 2500 personnes en France. C'est un cabinet d'audit financier et d'expertise comptable, donc qui est basé notamment à Lille, hein, où nous avons 150 personnes, à Villeneuve-d'Ascq plus précisément. Donc parmi l'activité dont nous nous occupons avec Audrey Dumont, c'est le travail avec les collectivités locales. Et parmi les missions que nous réalisons, nous faisons effectivement des audits financiers, notamment pour des nouvelles équipes, hein, qui souhaitent connaître la situation financière de leur ville, et souhaitent aussi qu'on les aide à évaluer les capacités d'agir de la nouvelle municipalité pour la durée du mandat. Alors on travaille avec des collectivités de toute taille, hein, de toute couleur politique. Hein, moi je travaille depuis de longues années avec la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Voilà, j'ai travaillé avec Valenciennes Métropole, on a travaillé récemment avec Brouet-sur-l'Escaut, Vieux-Condé. Donc on travaille avec Caudry, le Cateau-Cambrésis, Fourmies, voilà, donc des collectivités vraiment de toute taille et de toute couleur politique, hein, parce que je dirais que les finances ne sont pas de droite ou de gauche, hein, elles sont bien gérées ou mal gérées. Hein, donc là, ça n'est pas lié ni aux caractéristiques sociales, financières des communes, ni à la couleur politique des maires qui les dirigent. Donc je vais laisser Audrey Dumont faire la présentation, et on alternera d'ailleurs les présentations. Hein, donc on sera à votre disposition après, comme le disait monsieur le maire, pour répondre à des questions techniques, et nous le laisserons répondre aux questions plus politiques, hein, chacun dans son rôle.
Hein, comme ça, effectivement, tout cela sera parfaitement traité. Donc, comme le disait Monsieur le maire, l'analyse que nous allons vous présenter ce soir comportera deux parties. Une première sur la situation de la ville à fin 2014, et on analysera un petit peu les comptes entre 2008 et 2014, et une deuxième partie qui, elle, sera plus prospective. Alors, avant de commencer cette étude, nous allons d'abord vous présenter un petit peu la cartographie des différents acteurs qui sont en relation avec la ville. La ville possède plusieurs relations juridiques et financières avec des acteurs qui sont plus ou moins proches, et ça permet un petit peu d'analyser les enjeux, les risques financiers qu'il y a pour la ville de Quiévrochin. Donc tout d'abord, la commune a plusieurs budgets annexes, donc les deux budgets lotissements, donc le lotissement des Vanneaux et le lotissement des Verreries. Elle possède aussi une zone d'activité économique Plain-Misseron, qui, cette zone d'activité économique va être reprise au sein du budget principal et pourra être transférée au budget. Voilà. Nous avons aussi un CCAS. Voilà. La commune adhère à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole. Donc pour cela, elle lui a transféré un certain nombre de compétences, comme par exemple le développement économique. Voilà. Elle lui a transféré aussi un certain nombre de produits issus logiquement de la fiscalité économique. Et pour cela, du coup, la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole reverse un certain nombre de produits à la commune. Donc, parmi les autres acteurs, on a aussi les syndicats. La commune adhère à un certain nombre de syndicats. Parmi le plus important, on a le CIVOM de Crépin, Quiévrochin, Divancel et Saint-Hébert. Le CIVOM s'occupe de la piscine. C'est sa grosse activité. Donc, le montant qui est versé en 2014 pour ce CIVOM est de 604 000 €. C'est un montant qui est quand même assez conséquent. Ensuite, la commune verse un certain nombre de subventions aux associations. Ce montant représente 417 000 € en 2014, mais elle a aussi d'autres actions vers les associations qui sont les prestations nature, la mise à disposition de salles, le personnel. Et enfin, le dernier acteur de cette cartographie, c'est l'établissement public foncier du Nord, qui effectue des acquisitions de terrain pour le compte de la ville de Quiévrochin. Pour l'instant, c'est plutôt un risque hors bilan, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la ville de Quiévrochin devra racheter ces terrains, et ce montant pourrait s'élever à 2 millions d'euros sur la période à venir, donc c'est un montant assez significatif. Voilà, donc le but de cette cartographie, c'est de dire qu'effectivement, il y a le budget de la ville, et puis il y a les relations financières qui lient la ville à d'autres entités. Donc le but, c'est d'identifier des risques et des marges de manœuvre. Alors, quels sont les principaux risques et les marges de manœuvre? C'est notamment les points importants. Valenciennes Métropole, voilà, c'est une entité à qui vous avez transféré des compétences qui permet de mutualiser des dépenses, voilà, et de porter le développement économique sur l'agglomération. Donc aujourd'hui, voilà, Valenciennes Métropole vous verse ce qu'on appelle une dotation de solidarité communautaire, qui n'est pas obligatoire, hein, qui est un complément, hein, en fonction de ce qu'on appelle la péréquation, c'est-à-dire quelque part que les recettes de développement économique générées sur les territoires de l'agglomération est versées aux communes en fonction de critères, notamment leur pauvreté fiscale. Donc ça, c'est un apport, alors qui peut paraître faible, 69 000 €, mais à l'échelle de la ville, c'est un apport tout à fait intéressant. Sauf que dans les prochaines années, en fonction du contexte financier des agglomérations, c'est une recette qui n'est pas certaine de manière absolue, parce que tout dépendra des capacités financières de l'agglomération. Ça veut dire que l'enjeu, c'est la santé financière de la communauté d'agglomération, hein, donc sa capacité à continuer de verser ses montants à la commune de Quiévrochin. L'enjeu majeur dans ce schéma, c'est le CIVOM. Parce que le CIVOM aujourd'hui fonctionne dans un cadre juridique et financier qui n'est pas bon, qui n'est pas en cohérence avec les règles en vigueur. Donc pour l'instant, personne ne dit rien, j'ai envie de vous dire, donc tout va bien. Sauf qu'il va falloir anticiper une remise aux normes à un moment donné. C'est-à-dire qu'on peut fonctionner, vous êtes un peu dans la situation d'un conducteur qui conduit avec un peu d'alcool dans le sang, ou qui dépasse régulièrement la vitesse autorisée. Donc on peut se dire, il n'y a pas de gendarme, tout va bien. Sauf qu'à un moment, il peut y avoir un gendarme. Donc l'enjeu là, c'est qu'il y ait les décisions politiques pour remettre le CIVOM dans un cadre normal de fonctionnement, de manière à le gérer dans la durée, permettre d'anticiper et éviter le choc brutal. Sachant qu'il y a un deuxième enjeu sur le CIVOM, c'est le montant de la contribution. On est à plus de 600 000 €.
Donc c'est énorme hein, dans le budget de la ville. Alors effectivement, tout l'enjeu, c'est que ce CIVOM porte un équipement qui apporte un service, mais pour un coût qui aujourd'hui peut être considéré comme important. En plus, il y avait des risques, parce que cette piscine, effectivement, commence à avoir de l'âge. Voilà, et clairement, il y a des pistes d'optimisation financière de cet équipement, sauf que pour l'optimiser, eh ben, il faut faire contribuer les membres. Or, là, on retrouve la contrainte financière. Donc là, il y a vraiment un enjeu à la fois juridique et financier lié à ce CIVOM, mais qui font partie des pistes sur lesquelles les élus devront travailler dans les prochaines années, de manière à résoudre hein, cette zone de risque. Et l'autre enjeu, c'est les associations. Alors, pas du tout de même nature, c'est que c'est un enjeu financier important parce qu'il y a plus de 400 000 € de subventions. Et l'enjeu, c'est de maintenir ce tissu hein, associatif qui joue un rôle très important d'animation de la commune. Donc il ne s'agit pas du tout de remettre en cause le tissu associatif. Il s'agit d'améliorer les relations, la qualité des relations entre la commune et les associations en 10 ans, en contrepartie de ces subventions et de ces prestations en nature. Parce que prêter des salles, mettre à disposition du personnel pour les manifestations, ça paraît anodin. Sauf qu'en volume financier, alors vous me direz, aujourd'hui la ville ne les évalue pas. Donc il y a un premier travail qui devra être fait dans les prochains mois, c'est évaluer ce que représentent ces prestations en nature. Parce que cumuler, ça peut représenter généralement dans les communes bien plus que les subventions. Et c'est très différent d'une association à l'autre. Vous avez des associations qui bénéficient de très peu de subventions, mais beaucoup de prestations en nature. Ou l'inverse. Or, quand chaque année on discute avec les associations sur combien on leur verse, eh ben, travailler sans parler des prestations en nature, des prêts de locaux, matériels, etc., ben, c'est la face émergée de l'iceberg, quelque part. Hein, donc il y a un vrai effort, parce qu'en contrepartie de ces subventions, il doit y avoir des objectifs. Et ces objectifs, ils doivent être évalués. Et notamment, quand vous versez des subventions de plus de 23 000 €, normalement, on doit avoir des vraies conventions d'objectifs et de moyens. Ça veut dire que la collectivité a un droit de regard à avoir, sans nier la liberté d'association, doit avoir un droit de regard sur la manière dont l'association travaille pour le profit, quelque part, de la collectivité. Or, dans ce domaine-là, à mon avis, il y a des améliorations à apporter hein, dans le fonctionnement à Kievrechin, et notamment sur la question de l'occupation des locaux. Aujourd'hui, effectivement, vous avez des locaux mis à disposition des associations qui ne sont pas utilisés toute la semaine. Or ça génère des charges de fonctionnement pour la ville toute la semaine, avec une sous-utilisation des locaux. Donc là, il va falloir sans doute changer les comportements, parce que c'est par ces efforts-là, hein, donc c'est des efforts du côté de la ville, mais aussi des efforts des associations, qu'on peut faire des économies. On va voir tout à l'heure que l'enjeu du patrimoine de la commune est un des enjeux les plus importants financièrement pour la ville durant le mandat. Et sur l'établissement public foncier, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu financier, parce que c'est potentiellement au moins 2 millions € de dépenses qui vont intervenir dans les prochaines années et qui ne sont pas aujourd'hui dans les comptes. Hein, donc là, il y a un enjeu financier non négligeable. Nous allons maintenant passer à l'analyse financière du budget de la ville. Cette analyse financière sera menée en fonction de concepts qui ont été définis par l'État, ce qui permet après d'avoir la même définition que d'autres communes et de pouvoir faire des comparaisons aisément. Donc on répondra à 2 questions. Comment s'équilibre le budget de fonctionnement de la commune? Et la deuxième question qui sera quel est l'autofinancement que dégage la ville pour financer de manière autonome ses investissements? Alors, on va faire un peu d'analyse financière. Alors, soyez pas effrayés, on va faire ça de manière pédagogique. Alors, on utilise, voilà, on disait, des définitions de l'État, mais qui, vous verrez, sont des choses assez simples, finalement. C'est-à-dire que, vous savez que le budget de la commune, il y a 2 parties. Il y a le fonctionnement, hein, c'est quelque chose qui est récurrent chaque année, et vous avez l'investissement quand on touche au patrimoine de la collectivité. Donc là, on va parler plutôt du fonctionnement. Alors pourquoi on parle du fonctionnement? Parce que tout simplement, la clé de la santé financière d'une commune, c'est son fonctionnement. Parce que c'est le récurrent. Alors comment on l'analyse? Par ce qu'on appelle des soldes de gestion. Donc vous en avez 3. Vous avez l'excédent brut de fonctionnement. C'est le premier solde. C'est la marge de manœuvre que dégage la collectivité sur ses recettes et des dépenses récurrentes. C'est-à-dire côté dépenses, vous avez le premier poste sont les charges de personnel, après vous avez les contributions aux syndicats,
les autres charges courantes de fonctionnement, assurance, contrat de prestation aux entreprises, etc. Pour financer ces dépenses courantes, la commune a le produit des impôts et les dotations d'État, essentiellement. Et bien la marge de manœuvre entre ces dépenses et ces recettes s'appelle l'excédent brut de fonctionnement. Alors pourquoi il est important? Il est important parce qu'il doit permettre, cet excédent brut de fonctionnement, de payer prioritairement les charges financières et les charges exceptionnelles. Ça, c'est une obligation légale. La collectivité doit payer, doit pouvoir couvrir ses charges financières, les emprunts, les intérêts de la dette, par cet excédent brut de fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on passe du premier niveau au deuxième, qui est la CAF, la capacité d'autofinancement. Alors pourquoi elle est importante, cette capacité d'autofinancement? Parce que elle, là aussi, la loi oblige les collectivités à financer par cet autofinancement dégagé sur le fonctionnement le remboursement du capital des emprunts. À la différence de l'État, une commune ne peut emprunter pour rembourser ses dettes. Elle a l'obligation de trouver dans son fonctionnement les moyens nécessaires pour couvrir le remboursement de sa dette. Alors que l'État, depuis 40 ans, finance ses emprunts par nouvelles dettes. Il paye même son personnel par des emprunts. Et ça depuis 40 ans. Donc en termes de bon gestionnaire, je pense qu'il est assez mal placé pour donner des leçons. Voilà. Alors, changeons de micro. Donc la capacité d'autofinancement. Donc c'est pour ça qu'on passe de la capacité d'autofinancement au troisième niveau, qui est la capacité d'autofinancement net. C'est-à-dire quand on déduit de la capacité d'autofinancement le remboursement du capital des emprunts, on obtient cette capacité d'autofinancement net. Alors pourquoi elle est importante, celle-là? Parce qu'en fait, la capacité d'autofinancement net, c'est le montant des investissements que la commune pourra financer sans être dépendant ni des subventions, ni de l'emprunt. Ça veut dire que c'est sa capacité à financer ses investissements de manière autonome, indépendante. Et encore une fois, on pourrait se dire, oui, mais si la commune n'a pas besoin d'investir, c'est pas très important. Et oui, sauf qu'une commune, à la différence d'un ménage qui n'achète pas une maison tous les ans, comme je vous le souhaite, mais c'est pas le cas, ni une entreprise qui, à la limite, peut arrêter d'investir certaines années, une collectivité, elle est obligée d'investir tous les ans pour faire le gros entretien de son patrimoine. Parce que monsieur le maire a la responsabilité du bon état du patrimoine communal. Et pour ça, il faut investir un minimum par an pour que le patrimoine ne se dégrade pas trop. Et bien ça veut dire, c'est pour ça que le meilleur moyen d'assurer le bon financement de cet investissement, c'est de dégager une capacité d'autofinancement net suffisamment importante. Donc vous voyez que derrière ces questions, ces notions d'analyse financière, il y a des choses très simples. C'est-à-dire, c'est sur ces recettes et ces dépenses courantes qu'il faut dégager les moyens de financer son investissement sans faire appel à l'emprunt ni être dépendant des subventions. Donc vous voyez que derrière ces concepts compliqués, il y a des choses vraiment basiques de bon sens. Donc on va vous traduire, voilà, que donnent ces éléments pour la commune de Quiévrochin. Donc, quand on regarde ces trois ratios pour la commune de Quiévrochin, qu'est-ce qu'on constate? Déjà, on constate que sur la période déterminée, ils sont tous positifs, ce qui est plutôt une bonne chose. En 2014, on constate aussi que la situation de la ville de Quiévrochin est satisfaisante. Seulement, on va attirer votre attention sur la dernière période. Entre 2012 et 2014, on constate qu'il y a une dégradation du premier ratio que mon collègue vous a expliqué, l'excédent brut de fonctionnement. Donc voilà, vous voyez, l'excédent brut de fonctionnement se dégrade. Et cette dégradation, il ne faut pas qu'elle se poursuive si la ville veut continuer à pouvoir financer ses investissements. Voilà, donc ça veut dire, dès lors, s'il se dégrade, ça veut bien dire que les dépenses courantes, récurrentes, augmentent plus vite que les recettes. Alors, effectivement, c'est possible pendant un certain temps, sauf que c'est d'autant plus difficile dans cette période-là qu'on sait très bien que les prochaines années après 2014 vont être difficiles. Ça veut dire que même si la situation est encore satisfaisante à la fin 2014, il y a des signes de dégradation qui ne sont pas négligeables. Alors on voit d'ailleurs sur la période, vous avez des évolutions en vague. Vous avez eu à certains moments de cette période des efforts de gestion de la commune qui ont permis de faire des économies sur les charges de fonctionnement, donc vous avez eu des mouvements d'amélioration. Mais à partir de 2012,
là, il y a eu une déconnexion entre l'évolution des dépenses et des recettes. Alors, c'est acceptable dans une certaine mesure, mais évidemment, le problème, c'est que, effectivement, ça n'est pas possible au-delà d'un certain niveau. Et c'est l'enjeu de la prospective dont on parlera un petit peu plus tard. Donc pour affiner un tout petit peu l'analyse, on a comparé la situation de la ville de Quievrechin avec des communes de même strate, c'est-à-dire des communes de 5 000 à 10 000 habitants. Donc pour faire cette comparaison, on l'a faite en euros par habitant, pour que les données soient plus facilement comparables et qu'on ait quelque chose de plus réaliste. Donc vous avez en noir, première ligne, la ville de Quievrechin, et en bleu, deuxième ligne, les situations, les communes comparables. Donc, la chose qu'on peut remarquer, c'est que, tout d'abord, les ratios de la ville de Quievrechin sont inférieurs à la moyenne de la strate. Deuxième remarque, ce qu'on constate, c'est que l'écart avec la strate se creuse sur la période. C'est-à-dire que l'écart avec la strate augmente. Et deuxième chose, on constate que entre les trois ratios, l'écart progresse. C'est-à-dire que l'écart est plus important pour la capacité d'autofinancement net que pour l'EBR. Et cela s'explique par le fait que les charges financières et le remboursement du capital des emprunts pèsent plus fortement sur la ville de Quievrechin que les communes comparables. Très bien. Donc on va maintenant s'intéresser un petit peu à quelques postes de dépenses de fonctionnement et de recettes de fonctionnement pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, le premier poste qu'on va analyser sont les charges personnelles, parce qu'elles représentent un poids important dans le budget de la commune de Quievrechin, mais comme dans toutes les autres communes. Donc, ce qu'on constate, c'est que les charges personnelles augmentent sur la période, mais qu'elles restent inférieures à la moyenne de la strate. Donc, cette information est aussi à relativiser du fait que ça dépend énormément du mode de gestion de certaines activités de la commune. Par exemple, la piscine, on a vu tout à l'heure que la contribution au CIVAM était assez importante, mais du coup, le personnel de la piscine est porté par le CIVAM et n'est pas porté à l'intérieur du budget de la commune. Voilà, donc ces charges de personnel, si vous voulez, il faut toujours être prudent quand on fait des comparaisons. Hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a jamais trop de charges de personnel. Le tout, c'est d'avoir les moyens de les payer. Et en plus, il y a un élément concernant les charges de personnel qui est très important, c'est la capacité à les payer sur la durée. Vous savez que le personnel, pour l'essentiel, de la commune est du personnel titulaire. Donc ça veut dire qu'une commune, quand elle recrute quelqu'un, c'est une décision financière beaucoup plus importante qu'une entreprise. Une entreprise, elle peut ajuster par le licenciement son personnel en cas de difficulté. Une commune, dès lors qu'elle a eu un personnel titulaire, est obligée de le garder, et cette charge de personnel augmente tous les ans du fait des mécanismes d'avancement, d'indices, etc. Alors, c'est pas de dire qu'il n'est pas bon de recruter du personnel, c'est simplement dire que c'est une contrainte pour une commune de recruter quelqu'un beaucoup plus forte que pour une entreprise. Donc, ça veut dire que la décision de recruter est plus complexe et que jouer à la baisse sur le personnel ne peut se faire que par des départs volontaires et des départs à la retraite, par exemple. Donc ça veut dire que là, la contrainte de gestion d'une ville dans ce domaine est incomparablement plus forte que celle d'une entreprise. En même temps, gérer par du personnel communal peut être très efficace par rapport au fait de confier la même activité à une entreprise. Tout est une question d'efficacité et de productivité. Et il y a un enjeu dans les prochaines années, on aura l'occasion d'en parler, et là, dans toutes les collectivités et même au sein de la fonction publique d'État, c'est que si la fonction publique veut continuer de fonctionner dans le cadre du statut qui est le sien aujourd'hui, eh ben elle devra accroître son efficacité par rapport aux mêmes prestations réalisées en entreprise. Parce que, effectivement, vous avez, selon les communes aujourd'hui, des communes qui disent, écoutez, moi je considère que la productivité de mon personnel n'est pas satisfaisante, à ce moment-là, je confie les mêmes prestations à l'entreprise. En revanche, vous avez exactement le même mouvement à l'inverse, des collectivités qui disent j'ai du personnel, c'est du personnel titulaire, je vais faire en sorte d'augmenter sa productivité en disant je vais lui faire des prestations qui avant étaient réalisées par l'entreprise. Quand ça fonctionne bien, la commune est à la fois efficace
a augmenté la productivité de son personnel et fait des économies financières importantes. Donc vous voyez que c'est pour ça que gestion par le personnel communal ou par l'entreprise, c'est jamais bon ou mauvais, tout dépend des conditions dans lesquelles c'est réalisé. Et ça veut dire qu'à Kievrechin, comme dans toutes les collectivités, il y a un gros effort qui peut être fait dans ce domaine-là, hein, à la fois pour faire des économies et puis pour valoriser l'activité du personnel. Le deuxième poste sur les dépenses qu'on veut analyser ce soir, on en a parlé tout à l'heure, c'est le CIBOM. Donc, ce graphique représente les contributions aux organismes de regroupement pour la ville de Kievrechin. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en montant en euros par habitant, les contributions sont 4 fois supérieures à la moyenne de la strate, notamment en raison de la contribution de CIBOM. Mais on constate aussi également que cette contribution, elle augmente. Elle augmente légèrement, mais c'est une charge qui pèse sur le budget et qui, en plus, est en augmentation. Voilà. Donc ça veut dire, hein, ce qui est souligné ici, c'est que c'est une dépense importante, et dès lors que la ville aura des contraintes financières qui vont s'accroître, elle doit agir aussi sur cette dépense. Alors évidemment, la difficulté, c'est que les choix, là, ne relèvent pas de la commune seule, parce qu'elle est dans un syndicat et qu'elle n'est pas la seule commune à décider. Mais il y a un enjeu financier très important, et le graphique le montre très bien. Donc on va passer maintenant aux recettes. Donc, schématiquement, une commune, elle a 2 types de recettes. Elle a des recettes qu'elle ne maîtrise pas, donc c'est des dotations qui lui sont versées par l'État ou la communauté d'agglomération. Elle a des recettes sur lesquelles elle peut agir, c'est le produit des impôts locaux. Donc si on reprend les recettes qu'elle ne maîtrise pas, les dotations, on se rend compte qu'elles sont très importantes pour la commune de Kievrechin. Par exemple, la dotation globale de fonctionnement, elle représente 40% de ses recettes de fonctionnement, ce qui est énorme et ça a un vrai poids sur son budget. On constate aussi que la ville de Kievrechin, par rapport aux communes de même strate, perçoit une dotation globale de fonctionnement plus importante. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment, vous l'entendez tous, l'État a décidé de réduire les dotations aux collectivités locales. Donc ça veut dire que la ville de Kievrechin sera beaucoup plus impactée par cette baisse, puisque son budget en dépend plus fortement. Donc, si on prend le deuxième produit, les impôts locaux, ils ne représentent par comparaison que 28% des recettes. Et là, le montant des impôts locaux est inférieur à la moyenne. Donc ça veut dire, vous voyez bien, à dépenses comparables, quand vous dépendez autant de recettes qui ne sont pas déterminées par vous, ça veut dire que côté dépenses, il faut que vous soyez particulièrement attentif. Parce que si vous laissez déraper les dépenses, vous ne pourrez agir en contrepartie que sur une part très faible de vos recettes. Et c'est ça qui distingue très fortement aujourd'hui les collectivités. À la limite, j'ai envie de vous dire, des collectivités qui ont des recettes d'impôts locaux très importantes, dans leur budget, en les augmentant un tout petit peu, elles peuvent faire face à une augmentation de leurs dépenses. Kievrechin n'est pas du tout dans cette situation. Donc si on regarde un petit peu plus en détail le produit de la fiscalité, donc un produit de la fiscalité, c'est quoi? C'est une base par laquelle on multiplie un taux. Donc il y a 3 taxes, il y a la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. Donc si on regarde un petit peu les bases de ces 3 taxes, on se constate que les bases de la commune de Kievrechin sont inférieures à la moyenne du département, commune 5 000 à 10 000 habitants, et inférieures à la moyenne de la France. Comment ça s'explique? Ça s'explique par la faiblesse des bases économiques sur la commune, et ça s'explique aussi parce que sur les taxes d'habitation, la ville a voté un abattement général à la base de 15% qui réduisent aussi les bases d'habitation. Donc pour compenser ces bases qui sont faibles, la ville a voté des taux supérieurs. Donc les taux de la commune de Kievrechin sont supérieurs à la moyenne du département et de la France. Et malgré ces taux qui sont aujourd'hui actuellement élevés, les produits de la fiscalité restent inférieurs aux moyennes. Donc ça, vous voyez que... ça veut dire aussi, derrière tout ça, que les capacités d'action de la ville en matière de fiscalité sont évidemment faibles. Hein, parce qu'avec un taux de foncier bâti notamment de 40%, vous me direz, il y a pire, hein, pas très loin d'ici. Hein, donc, il y a bien la preuve qu'on peut atteindre des niveaux inconnus. Voilà.
Je crois que monsieur vient de la commune en question. Mais voilà, on est quand même, hein, vous avez notamment dans le Valenciennois une série de communes qui ont des taux qui sont de 35, 40, 50% sur le foncier bâti, ce qui pèse extrêmement lourdement, non seulement sur les habitants qui sont propriétaires, mais aussi sur les activités économiques. Hein. Donc là, il y a un enjeu. Donc ça veut dire que dès lors qu'on a une faible capacité à augmenter les taux d'imposition, pour des raisons évidentes, ben ça veut dire qu'il faut, là aussi, encore plus maîtriser les dépenses. Donc c'est ça qui génère la contrainte particulière de Kievrechin, forte dépendance vis-à-vis des dotations d'État et niveau des taux de fiscalité déjà élevés. Donc là, il y a vraiment un enjeu politique et financier, si vous voulez, lié à la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Donc après le fonctionnement, on va s'intéresser un petit peu à l'investissement. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, une ville doit investir et elle doit investir tous les ans. Donc, la ville n'investit pas les mêmes montants en fonction de son programme chaque année, donc on a un petit peu étendu la période de comparaison avec les autres communes. Ce qu'on constate, c'est que la commune a moins investi sur la période que les autres communes, ce qui signifie que dans les années à venir, il va y avoir des investissements qui vont devoir être faits pour rénover le patrimoine. Donc sur le financement de cet investissement, on constate qu'il a été financé de manière globalement équilibrée, voilà, avec des ressources propres qui sont majoritaires. L'emprunt représente 25% de ces recettes. Donc derrière tout ça, quand on investit moins que la moyenne, on s'interroge toujours sur l'état du patrimoine. Et c'est vrai que clairement, voilà, les données sur lesquelles on a été amené à travailler montrent que vous avez quand même un patrimoine important, qui n'est pas forcément dans un bon état et qui n'est pas non plus dans un total respect des normes, et notamment en matière d'accessibilité. Donc derrière tout ça, ben, ça veut dire que l'enjeu numéro 1, si vous voulez, pour la commune, sans doute dans les prochaines années, c'est l'enjeu du patrimoine. Alors l'enjeu du patrimoine, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire quel est déjà le patrimoine, hein, l'inventaire complet du patrimoine. Hein, alors, comme beaucoup de villes, effectivement, aujourd'hui, Kievrechin n'a pas forcément une connaissance exhaustive de son patrimoine. Deuxièmement, c'est comment est utilisé son patrimoine. Je parlais tout à l'heure des locaux. Bah, écoutez, il n'y a rien de plus facile à occuper que des locaux libres. Donc ça veut dire que plus on a de patrimoine, plus on l'occupe, mais pas forcément à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'analyse montre quand même qu'a priori, il y a un certain nombre de locaux qui ne sont occupés qu'une partie du temps, quand bien même ils génèrent toute l'année des dépenses de fonctionnement. Parce qu'il faut les assurer, il faut les entretenir, il faut éventuellement les chauffer, etc. Donc ça veut dire que rien que là-dessus, si vous voulez, il y a des vrais enjeux. Deuxièmement, il y a une problématique d'entretien régulier du patrimoine. Parce qu'un patrimoine qui n'est pas forcément entretenu régulièrement se dégrade. Donc ça veut dire que là, il y a un vrai enjeu à se dire, est-ce que ce patrimoine, on en a besoin, durablement ou pas? Mais si on n'en a pas besoin, il faut le vendre. Oui, mais le vendre, il faut qu'il soit en état d'être vendu et acheté. Donc ça veut dire que dans les prochaines années, il y a vraiment, pour la commune, un enjeu à se dire, ben, il faut quand même qu'on investisse fortement, même pour du patrimoine qu'on est destiné à vendre, parce qu'il faut qu'il soit dans un état qui puisse intéresser les investisseurs. Et il y a aussi un autre élément, c'est l'investissement générateur d'économie. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, la performance énergétique, comme on dit, hein, des bâtiments publics en général, n'est pas forcément excellente. Or, il y a un gisement d'économie considérable aujourd'hui lié aux économies d'énergie. Et c'est bien d'ailleurs pour ça que l'État a prévu d'inscrire en loi de finances 2016 un programme de 500 millions d'euros pour inciter les collectivités à faire des travaux générateurs d'économie d'énergie. Parce que ça, c'est de la dépense utile et productive d'économie, si vous voulez. Et là-dessus, on pourrait le dire en matière d'emprunt, hein, faire un emprunt pour investir, pour rénover, ce qui va générer des économies d'énergie, ça, c'est de la bonne dette. C'est pas de la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est celle qui crée de la dépense de fonctionnement. Là, il y a de la bonne dette qui crée de l'économie de fonctionnement. Or, on disait tout à l'heure, pour Kievrechin, la clé, c'est les économies en fonctionnement. Donc ça veut dire que le patrimoine, c'est un gisement considérable. Et en plus, dans le cadre de vie, l'amélioration, l'attractivité de la ville, le bon entretien, notamment de la voirie, des espaces publics, etc., compte beaucoup. Hein, on le sait, à la fois pour les entreprises et pour les ménages. Donc on va passer maintenant à l'analyse des emprunts. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur la période, l'encours de dette de la ville, il a progressé.
il passe de 4,2 millions en 2008 à 5,9 millions en 2014. Mais c'est pas ça qui est important. Parce que c'est pas tant le montant de l'emprunt qui est important, mais c'est la manière dont la ville peut financer cet emprunt par le remboursement des intérêts, le remboursement du capital. C'est pour ça qu'on utilise un ratio, le ratio de désendettement, qui mesure l'encours de la dette sur la capacité d'autofinancement, et ce ratio est établi en années. Donc c'est ce ratio-là qui est présenté dans ce graphique. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en 2008, le ratio était inférieur à la moyenne, et qu'en 2014, il est supérieur à la moyenne et égal à 7,7 ans. Donc 7,7 ans, si on compare par rapport aux ratios normaux, on peut dire que si c'est inférieur à 7 ans, c'est convenable, le seuil d'alerte étant à 15 ans. Mais ce qu'il faut cependant remarquer, c'est que quand on regarde entre 2012 et 2014, le ratio a fortement progressé. Et c'est lié au fait que la capacité d'autofinancement, elle, a diminué. Voilà, donc ça veut dire pour une ville, encore une fois, c'est pas tellement le fait d'emprunter qui peut ne pas être un bon choix. C'est le fait d'emprunter alors qu'en parallèle, on ne maîtrise pas l'évolution de ses dépenses et de ses recettes de fonctionnement. Tant qu'on dégage des marges de manœuvre suffisantes en fonctionnement, donc on dégage de l'autofinancement, on le disait tout à l'heure, on peut se permettre d'emprunter. C'est un peu comme un ménage, hein, vous pouvez vous permettre d'emprunter si vous avez des rémunérations qui augmentent ou des retraites qui augmentent plus que vos dépenses. Là, il n'y a pas de problème, vous avez, comme disent les banques, une capacité d'emprunt. En revanche, emprunter alors qu'on dégage de moins en moins d'épargne tous les mois, c'est évidemment dangereux. Ben, pour une commune, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Hein, donc là, il y a encore une fois, dès lors que la ville souhaite investir, et elle est obligée d'investir régulièrement, pour investir régulièrement, une commune est obligée d'emprunter. Il y a du bon emprunt. Hein, parce que l'emprunt, je vous rappelle, c'est l'idée de faire supporter aux contribuables sur 30 ans, et non pas uniquement aux contribuables d'aujourd'hui, un patrimoine qui va durer effectivement 20 à 30 ans. Donc il est logique d'emprunter. Sauf qu'effectivement, il faut emprunter en fonction de ses capacités à rembourser cette dette. Et c'est la capacité de financement. Au travers de cette première partie d'examen de la section de fonctionnement, on a pu constater que la situation de la ville n'est pas catastrophique. Cependant, on a pu aussi constater qu'il y avait une légère dégradation ces dernières années. Donc, si on ajoute à cela le contexte des collectivités locales, dotation de l'État en baisse, dépenses obligatoires supplémentaires, mise en accessibilité, ça donne un contexte très contraint. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons formulé la prospective. Et que nous y avons intégré les différentes hypothèses, la programmation d'investissement de la commune de Pierre-Rochon. Donc, on vous a fait un petit zoom sur la baisse des dotations, parce que j'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. Donc, pour la ville de Pierre-Rochon, la baisse des dotations entre 2014 et 2017, on a simulé ça à 410 000 €, ce qui est une somme qui est importante. Ça représente 22% des impôts locaux qu'il faudra... Donc cette baisse... Pardon ? Serrer la ceinture. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc cette baisse devrait être en partie compensée par des dotations de solidarité, parce que la commune est considérée comme défavorisée. Alors, cette baisse des dotations, on en parle, je pense que vous êtes tous au courant, parce que pour le coup, là, on parle de finances publiques beaucoup dans la presse. Alors, on n'a pas intégré évidemment la réforme de la DGF, vous venez d'apprendre, on a appris récemment qu'elle avait été décalée en 2017. Mais cette baisse des dotations, alors certains imaginent qu'en 2017, elle va être remise en cause. Je pense qu'il faut être bien naïf pour imaginer qu'elle puisse être remise en cause. Parce que quand vous savez que le déficit de l'État a du mal à diminuer, on imagine mal qu'ils remettent en cause, effectivement, les milliards effectivement, prélevés sur les collectivités. Or, à l'échelle nationale, c'est 25% des dotations d'État qui vont être supprimées en l'espace de 3 ans. C'est énorme. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas tellement l'ampleur du chiffre qui est important, c'est la rapidité de la diminution. Parce qu'en fait, une collectivité, on vous le disait tout à l'heure, a des dépenses très contraintes. D'une année sur l'autre, une collectivité ne peut pas, avec la meilleure volonté du monde, diminuer brutalement ses dépenses. Parce que l'essentiel de ces dépenses sont des dépenses obligatoires, liées à l'entretien de son patrimoine, au paiement de son personnel, au paiement des charges de sa dette, etc. Donc ça veut dire qu'une baisse aussi forte, dans un laps de temps
aussi faible ne peut pas être compensé par des diminutions équivalentes de dépenses. Ça n'est pas possible en si peu de temps. Or, donc ça veut dire que pour amortir ce choc, il faut partir d'une situation aussi bonne que possible. Alors Quiévrechin est dans une situation dont on vous disait qui est intermédiaire, ni mauvaise, ni très satisfaisante. Ça veut dire que l'enjeu pour Quiévrechin, ce sera de subir correctement, aussi correctement que possible, le choc de la baisse des dotations d'ici 2017. Et on va voir qu'effectivement, il y a des éléments favorables sur cette première période, mais de faire face à la deuxième partie du mandat, qui promet d'être également compliquée. Et qu'est-ce que ça veut dire, votre deuxième ligne? La baisse pourrait être compensée. À quelle hauteur pourrait-elle être compensée, puisque nous sommes une commune dite défavorisée? Alors, à quelle hauteur précisément, ça... Vous savez pas. Ouais, si vous voulez, toute la question, la difficulté des prospectives, c'est qu'on travaille à partir des données connues à un jour donné. Donc ça veut dire qu'il y a une part d'incertitude dont il faut tenir compte, il y a une marge d'erreur, concrètement. C'est vrai que du point de vue de la baisse des dotations, il y a des dotations qui, concrètement, sont calculées globalement en fonction de la population. Donc là, vous allez subir la baisse la plus importante. Et ici, zéro. Baisse des dotations, ici, 2014-2015, zéro. Ah oui, pour l'instant, effectivement. Voilà, simplement sur les années prochaines, voilà, il sera très compliqué d'obtenir la même neutralisation. Donc ça veut dire qu'il y a un très fort pour Quiévrechin. Alors il y a deux hypothèses. Soit on dit il y aura zéro baisse. Ok. Oui, compensé dans une certaine mesure. Alors partir du principe que vous n'aurez aucune baisse, est-ce que vous êtes prête à part de Paris? C'est là la difficulté, si vous voulez. En logique de prudence, qui doit être celle de l'établissement des budgets, on doit dire, effectivement, il est possible, si l'État continue de redistribuer ce qu'il prend à un autre endroit, il est possible que la baisse soit faible. Il est possible. Sauf que si ça ne se produit pas, il faut prendre les mesures nécessaires pour faire face à une éventuelle baisse. Parce que, encore une fois, faire des économies prend du temps. La baisse des dotations, elle est d'une année sur l'autre. L'économie, elle, met 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire un mandat pour agir. Notamment la problématique des remplacements, des départs à la retraite, etc. Donc là, il y a des vrais choix de gestion, mais je suis d'accord avec vous. Il y a une part d'incertitude dont il faut tenir compte dans les choix et décisions que doivent prendre les élus tous les jours. J'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous avez tenu compte de l'augmentation de la richesse fiscale de la commune entre 2010 et 2015? Alors, on ne va pas faire un remake de la réunion publique des élections municipales. Les parasites de la commune, on les connaît, qui viennent pour parasiter le débat. Il y aura un temps d'échange, on l'abordera après. Technique, monsieur. On l'abordera après. Vous avez tenu compte dans votre prospective. Monsieur Lefebvre, si vous continuez, c'est dehors. Vous êtes encore en train de vous faire remarquer très positivement, mais très positivement, par votre comportement, mais bien sûr. Très précis. Mais vous l'avez payé en 2014, votre comportement inadapté en perdant les élections, ça a joué de manière significative sur le résultat. Mais vous comprenez, vous n'avez pas encore tiré les leçons, vous continuez, mais vous continuez à venir pour embêter le monde et poser des problèmes au débat. Si ça ne vous plaît pas, il y a un... Personne, je demande simplement, j'ai posé simplement une question technique. Il y a un moment d'échange, on l'abordera à ce moment-là, pas de souci. J'ai pas posé un problème politique, j'ai posé un problème technique. On abordera cette question juste après. J'ai entendu. Pas de souci, vous la reposerez au moment voulu, et puis on vous répondra, le cabinet vous répondra sur l'analyse et l'ensemble des éléments qui ont été pris en compte à ce moment-là. On les laisse poursuivre. Croyez-moi, moi aussi, depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire des choses au fur et à mesure, ça me démange. Je me contiens, je ne vois pas pourquoi moi je devrais me contenir. Alors je suis maire de la commune, et puis que des gens dans le public puissent intervenir à tort et à travers. On a posé des règles sur le débat, je pense qu'on va continuer là-dessus. On aurait pu très bien, une dernière remarque, le faire en conseil municipal, où, sans donner la parole au public et sans forcément inviter le public, juste les élus pouvaient échanger avec des temps de parole donnés. Ça n'a pas été le choix parce qu'on a une autre conception de la démocratie, sauf que quand il y a un débat démocratique, il y a des règles qui vont avec. Donc vous aurez la parole en temps voulu. Voilà. Donc on va passer au résultat.